Annoncer une mauvaise nouvelle, c'est sans doute l'une des tâches les plus redoutées en management. Alors comment on fait pour traverser cette tempête sans tout casser? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. On connaît tous cette sensation, pas vrai? Ce moment où l'on sait qu'il va falloir entrer dans une pièce et dire à des gens qu'on apprécie que leurs primes sont gelées, que leurs horaires vont changer, ou pire encore, on a la gorge nouée. On anticipe déjà les réactions. La colère, ce silence qui pèse une tonne, peut-être même les larmes. À cet instant précis, on est loin, très loin du leader inspirant des séminaires. On est juste le porteur de mauvaises nouvelles. Et voilà le point crucial. Gérer ces moments, ce n'est plus une exception. Aujourd'hui, c'est devenu une compétence managériale de base, fondamentale. Savoir naviguer dans la crise, ce n'est plus une option, c'est tout simplement indispensable si on veut rester crédible et efficace. Face à une situation difficile, il y a en gros deux chemins possibles. Et le choix qui sera fait ne va pas seulement définir l'issue de la crise, il va définir la culture de l'équipe pour les années à venir. D'un côté, on a la méthode bulldozer. C'est sûr, c'est direct, c'est rapide, mais les dégâts sur la confiance y sont souvent dévastateurs. De l'autre, on a la négociation raisonnée qui s'inspire de la célèbre méthode de Harvard. L'idée, elle est à la fois simple et hyper puissante. On peut être absolument ferme sur les comptes-rendes, les chiffres, tout en restant profondément humain avec les personnes. C'est cette deuxième voie qu'on va explorer. Alors, comment on fait, concrètement? La méthode de Harvard, elle nous donne des outils, et notamment deux principes qui sont juste essentiels pour gérer une crise. Ce sont les piliers qui permettent de rester solide, même quand tout vacille. Le premier pilier, c'est de bien séparer les personnes du problème. Le second, c'est de se concentrer sur les intérêts réels, pas sur les positions de façade. Allez, on va voir ce que ça veut dire. Le premier pilier, c'est un vrai changement de posture. C'est radical. Le problème, ce n'est plus moi contre vous, c'est nous, tous ensemble, face à un obstacle. La crise, c'est la perte d'un marché, la hausse des coûts, bref, la survie de l'entreprise. En sortant le problème de la relation interpersonnelle, on change complètement la dynamique. On passe d'un affrontement à une sorte de collaboration forcée pour trouver la solution la moins pire. Et maintenant, le deuxième pilier. Et ça, franchement, c'est ce qui débloque tout. La position, c'est la demande brute. On veut nos primes. Point. Si on s'arrête là, on est face à un mur. Mais l'intérêt, c'est le pourquoi derrière la demande. Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance pour le travail qui a été fait? La peur de ne pas pouvoir boucler les fins de mois? Une fois qu'on a mis le doigt sur l'intérêt réel, on ouvre d'autres portes. Peut-être qu'il n'y a pas d'argent pour les primes, mais qu'en est-il de garanties sur l'emploi, de plus de flexibilité ou de formation? Bon, la théorie, c'est une chose, mais le moment de vérité, c'est l'annonce elle-même. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Le message de fond est dur, mais la forme, elle, doit être irréprochable. Tout commence par la préparation. Une mauvaise nouvelle, ça ne s'annonce jamais par email ou entre deux portes. Le cadre est crucial. Il faut être là, en personne, regarder les gens dans les yeux. Et surtout, il faut assumer. L'erreur fatale, c'est de dire « c'est la direction qui a décidé, je n'y peux rien ». En faisant ça, on perd toute crédibilité. On assume la responsabilité de la mise en œuvre, même si on n'a pas pris la décision finale. Et là, attention, un conseil un peu contre-intuitif. Face à la peur du silence, notre réflexe est souvent de parler, de meubler, de justifier. Il faut faire tout l'inverse. Donner l'information, clairement, directement, puis se taire. Ce silence est essentiel. Il laisse l'espace nécessaire pour que l'émotion puisse sortir, et seulement après on pourra la gérer. Et quand l'émotion arrive, parce qu'elle va arriver, la colère, la tristesse, la clé, c'est de l'accueillir sans se mettre sur la défensive. Une phrase comme celle-ci montre de l'empathie, elle valide ce que l'autre ressent. Ça ne veut pas dire « vous avez raison », mais « je comprends votre réaction ». Et rien que ça désamorce une grande partie de la tension. Pour que tout ça soit bien concret, on va prendre un cas pratique. On va appeler l'entreprise Industrie X et son manager Marc. Alors, voilà le topo. Les coûts de l'énergie ont explosé et la direction demande à Marc d'annoncer la suppression totale des primes de fin d'année. Immédiatement, le comité social et économique brandit la menace d'une grève. La tension est à son maximum. Au lieu de foncer dans le mur, Marc applique la méthode Harvard. Il réunit les délégués et au début, il ne parle même pas de chiffres. Il pose une seule question qui change tout. Quel est notre intérêt commun? Il vient de redéfinir le débat. Le problème n'est plus prime contre direction, mais nous tous contre la menace sur nos emplois. Ensuite, il met le dilemme sur la table, de manière implacable. Le choix est simple. Option 1, on verse les primes et ça entraîne le licenciement de 5 personnes dès janvier. Option 2, on gèle les primes et on sauve tous les emplois. En présentant les choses comme ça, il ne cache rien et partage le poids de la décision. Mais il ne s'arrête pas là.
Il propose une porte de sortie. Ce gel n'est pas une fin en soi, il est temporaire. Il transforme une perte sèche en un défi collectif. Si l'équipe atteint les objectifs du premier semestre, une prime de rattrapage sera versée. Il a été honnête sur la contrainte, mais il a aussi proposé un chemin pour en sortir ensemble. Ce qu'on voit à travers cet exemple, c'est qu'on est bien au-delà d'une simple technique de négociation. En fait, ça touche au cœur même du leadership, le courage et la confiance. Finalement, négocier dans ces moments exceptionnels, ce n'est pas être un magicien. C'est juste rester debout, sans être arrogant. C'est être transparent et honnête sans tomber dans la complaisance. Et par-dessus tout, c'est être la personne sur qui on peut compter, précisément quand les choses deviennent difficiles et que ça fait mal. La vraie question n'est donc pas de savoir si une crise arrivera, mais comment on va y faire face. Utiliser la force brute ou partager le fardeau. C'est vraiment dans ce choix que se construit ou que se détruit la confiance.